Onde stationnaire et mode propre. Observons la superposition de deux ondes progressives de même amplitude qui se déplacent dans le sens inverse. L'onde 1 se déplace dans le sens des x croissants, l'onde 2 se déplace dans le sens des x décroissants. Le signal créé par l'onde 1 en n'importe quelle position x a l'expression suivante. Le signal créé par l'onde 2 a cette expression. Moins kx pour le signal 1 puisque cette onde se déplace dans le sens des x croissants, et plus kx car l'onde 2 se déplace dans le sens des x décroissants. Observons maintenant ce qui se passe. Ces deux ondes de même fréquence et de même amplitude vont donner une onde résultante en bleu qui est appelée onde stationnaire. En effet, nous voyons qu'il n'y a pas de déplacement apparent de cette onde sur l'axe des x. Ne résistons pas à l'envie de refaire cette onde stationnaire grâce à cette excellente animation de Geneviève Tulot. Alors, plusieurs observations. Que remarquez-vous pour la fréquence de l'onde résultante? Eh bien, la fréquence de l'onde résultante est égale à la fréquence de l'onde 1 ou de l'onde 2, puisque ces deux ondes ont exactement la même fréquence. Par contre, l'amplitude de l'onde résultante est égale environ à 2 fois l'amplitude de l'onde 1 ou de l'onde 2. Le signal S correspondant à la somme de S1 de t plus S2 de t peut être trouvé grâce à cette formule trigonométrique que nous avons déjà utilisée précédemment pour les interférences. L'expression de S de t a la forme suivante. L'onde S qui dépend de x et du temps, donc n'est pas une onde progressive car on n'a plus la somme de oméga t et kx ou moins kx. Mais nous avons une séparation des variables d'espace, x, et de temps, t. Une telle onde ne se propage pas, mais vibre sur place. Il s'agit d'une onde stationnaire. Nœud et ventre de vibration. L'amplitude de l'onde dépend de la position x, alors que ce n'est pas le cas pour une onde progressive. Par exemple, pour cette valeur de x particulière, nous avons une amplitude qui est maximale, et pour cette valeur de x, eh bien, nous avons une amplitude qui est nulle. Et entre les deux, nous avons des amplitudes qui varient donc de l'amplitude maximale à l'amplitude nulle. L'expression de l'onde progressive est la suivante. L'amplitude donc dépend de x, son expression est la suivante. Les points qui ont une amplitude nulle sont appelés des nœuds de vibration. Si AX égale 0, ça signifie que KX plus 1 demi de phi2 moins phi1 est égal à quoi? Eh bien tout simplement est égal à pi sur 2 plus n fois pi. X prend alors la valeur suivante que vous pourrez démontrer. De même, il existe des points en lesquels l'amplitude A de x de l'onde stationnaire est maximale. Nous le voyons ici, ici, etc. Ces points sont appelés les ventres de vibration. Ce sont les points pour lesquels A de x égale 2A. Leur abscisse x vérifiée à ce moment-là, x égale moins phi sur k plus n fois lambda sur 2. À vous de le démontrer. K étant la pulsation spatiale de pi sur lambda. En conclusion, les nœuds de vibration sont les points où la vibration s'annule, quel que soit l'instant t. Voici les nœuds de vibration ou nœuds d'amplitude. Les ventres de vibration sont les points où l'amplitude de la vibration est maximale.
un ventre d'amplitude, un ici, un ici. Et nous les voyons également sur cette animation. La distance entre un nœud et un ventre consécutif est égale à lambda sur 4. Je vous démontrerai ceci ultérieurement. La distance entre deux nœuds ou deux ventres consécutifs est égale à lambda sur 2. L'existence de nœuds et de ventres de vibration est une propriété caractéristique des ondes stationnaires. La corde de Meld est un dispositif permettant d'observer des ondes stationnaires le long d'une corde. On tend une corde horizontale d'environ 1 mètre de longueur entre la lame d'un vibreur et une poulie. La tension de la corde est déterminée par la masse M que l'on accroche à l'extrémité pendante. Si la poulie est sans frottement et que la masse est immobile, la tension est égale à M fois G. On peut déplacer le vibreur pour faire varier la longueur L utile de la corde. On peut également fixer la fréquence du vibreur. Ainsi que changer la masse petit m sur cette excellente animation de Geneviève Tulloux. Observation expérimentale. On va faire varier progressivement la fréquence F et voir ce qui se passe. Eh bien, pour une fréquence particulière, dans ce cas où la masse vaut 99 grammes, donc pour cette fréquence de 8,8 Hz, on constate que la corde prend un mouvement d'amplitude très supérieur à l'amplitude du vibreur, qui est de l'ordre de quelques millimètres ici. On dit que la corde entre en résonance pour cette fréquence particulière. Pour cette première fréquence de 8,8 Hz, fréquence de résonance que je vais noter F1, la corde présente cette allure. Si la corde vibre très rapidement, l'œil ne percevra qu'un fuseau, puisque je vous rappelle qu'une image reste sur la rétine environ 0,1 seconde. On aura l'impression donc de voir ce fuseau-là. Aux deux extrémités de ce fuseau, on a une amplitude quasi nulle. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour le vibreur, puisque le vibreur a ici une amplitude de l'ordre du millimètre, mais l'amplitude au centre ici, qui correspondrait à un ventre de vibration, est très supérieure à ces quelques millimètres d'amplitude du vibreur. Ici, au niveau de la poulie, l'amplitude est nulle. Donc, un fuseau est caractérisé par quoi? Deux nœuds ici de vibration et un ventre de vibration entre ces deux nœuds de vibration. On observe ainsi un ventre de vibration au centre de la corde et des nœuds à ses extrémités, ce qui prouve que l'onde sur la corde est bien stationnaire. Que se passe-t-il maintenant si nous augmentons la fréquence du vibreur? Pour l'instant, sa fréquence vaut 5 Hz et on a une résonance de la corde. J'augmente. La corde vibre très peu, elle n'est pas en résonance. Quand nous atteignons la fréquence de 10 Hz environ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à nouveau, la corde entre en résonance. On n'observe plus un, mais deux fuseaux. Voici le premier et voici le second. Passons maintenant la fréquence à 3 fois la fréquence F1, c'est-à-dire aux alentours de 15 Hz. À nouveau, la corde entre en résonance et présente pour une fréquence de 3 F1, 1, 2, 3 fuseaux. Conclusion, pour F1 égale ici 5 Hz, eh bien on a un fuseau.
Pour une fréquence de 2 F1, eh bien, on a à ce moment-là 2 fuseaux. 3 F1, on a 3 fuseaux. Puis 4 F1, on aura à ce moment-là 4 fuseaux. Pour la fréquence de résonance F indice N, on a N fuseaux de longueur grand L divisé par N. Regardez ce fuseau-là, par exemple, dans cet exemple. On a N égale 4 fuseaux. La longueur du fuseau est égale à la longueur grand L divisé par 4. Quelle est la relation entre les fréquences Fn de résonance, la célérité C de l'onde, le nombre de fuseaux petit n et la longueur de la corde L? Eh bien, on a vu que la distance entre deux nœuds de vibration consécutifs d'une onde stationnaire est égale à lambda sur 2. Vous pouvez revoir le grand 4, onde stationnaire. La longueur de la corde est grand L. Quand il y a n fuseaux sur cette corde, nous avons vu que grand L égale n fois quoi? Eh bien, lambda n sur 2, lambda n étant la longueur d'onde de la fréquence f indice n. La longueur d'onde est liée à la fréquence et à la période par la relation suivante, lambda n égale c fois tn, ou c sur fn. Ce qui nous donne la relation entre la longueur grand L de la corde, la célérité c, le nombre petit n de fuseaux et la fréquence fn. Eh bien, la relation est la suivante, grand L égale n fois c sur 2fn. J'ai pris l'exemple où n égale 4 fuseaux. La longueur grand L est égale à n fois lambda 4 sur 2, quatrième fréquence de résonance. Hein. Donc C fois T4 sur 2, ou n fois... Ah, j'ai oublié le petit n, attention. Ou n fois C sur 2F4. Si cette fois-ci, nous avons une seule fuseau, donc la fréquence de 5 Hz, comme nous l'avons vu précédemment, que devient cette relation? Eh bien, petit n, un fuseau, je remplace petit n par 1. Lambda 1, ça correspond à la longueur d'onde lambda correspondant à la fréquence F1. Donc lambda 1, c'est C fois T1. Donc, grand L est égal à C divisé par 2F1. Ou la fréquence de résonance, la première fréquence de résonance, généralement appelée la fréquence fondamentale, est égale à 2L sur C. Corde de Melb, explication du phénomène de résonance. Nous avons remarqué que lorsque la longueur de la corde était égale à un multiple de lambda sur 2, eh bien, la corde se mettait à vibrer avec une grande amplitude. Elle entre en résonance. Donc pour lambda sur 2, pour lambda, pour 3 lambda sur 2, etc. Pourquoi? La deuxième remarque, c'est que pour ces valeurs de grand L particulières, eh bien, la corde présente des nœuds et des ventres de vibration caractéristiques d'une onde stationnaire. Le vibreur envoie dans la corde une onde progressive qui va se propager en direction de la poulie. Cette onde se réfléchit sur l'extrémité de la corde en contact avec la poulie. Elle revient, ce qui donne naissance à une seconde onde qui se propage en sens inverse. Cette deuxième onde se réfléchit sur l'autre extrémité de la corde liée au vibreur, donnant naissance à une troisième onde qui se propage dans le même sens que la première. Celle-ci se réfléchit sur la poulie, donnant une quatrième onde, et ainsi de suite. L'onde stationnaire le long de la corde résulte de la superposition de ces ondes progressives se propageant dans les deux sens. Son amplitude peut être très supérieure à l'amplitude du vibreur, puisqu'il y a superposition d'un grand nombre d'ondes réfléchies successives. Ici, dans cette animation, on montre 4 ondes successives qui se réfléchissent. On peut fixer l'amplitude et la fréquence. La longueur de la corde sur lambda est égale à 0,5. On a à ce moment-là un phénomène de résonance. Observez que les ondes qui se propagent de gauche à droite et de droite à gauche, ici sont en opposition de phase au nœud de vibration,
et sont en phase au ventre de vibration. Pourquoi maintenant l'amplitude de vibration de la corde est-elle maximale pour les fréquences F indice N? Ceci résulte de la condition d'interférence constructive. En effet, il y a entre deux ondes successives se propageant dans le même sens, la première et la troisième par exemple, un décalage dans le temps correspondant à la durée d'un aller-retour le long de la corde, soit taux égale 2L sur C. Ces deux ondes ont donc en tout point un déphasage delta phi donné par la formule suivante. Delta phi égale 2pi sur grand T fois taux, autrement dit 4πL sur lambda. Il y a interférence constructive si le déphasage répond à la condition suivante, delta phi égale 2pi, autrement dit L égale lambda sur 2. En généralisant, il y a interférence constructive si donc delta phi égale n fois 2pi, donc grand L égale n fois lambda n sur 2, lambda n étant la longueur d'onde correspondant à la fréquence f indice n. Par exemple, si n égale 2, eh bien grand L égale 2 fois lambda n sur 2, c'est-à-dire lambda n. Prenons ce cas, eh bien on va prendre L sur lambda ici égale à 1, et à ce moment-là, on voit qu'on a à nouveau le phénomène de résonance. Pas facile à obtenir le 1, voilà, à peu près. On s'en contentera. Les fréquences de résonance F indice n répondent donc à la relation suivante. F indice n égale C sur lambda n, c'est-à-dire n fois C sur 2L. En conclusion, les fréquences de résonance sont celles pour lesquelles il y a interférence constructive entre les ondes se propageant dans le même sens, c'est-à-dire les ondes se propageant de gauche à droite et les ondes se propageant de droite à gauche. La superposition entre ces ondes se propageant dans les deux sens donne une onde stationnaire. Bien évidemment, si la fréquence du vibreur ne correspond pas à une fréquence de résonance, on prend une fréquence quelconque, à ce moment-là, on n'a plus le phénomène de résonance. Dans ce cas-là, on voit que l'amplitude de la corde est nulle en tout point, par exemple. Lorsqu'on fait vibrer une corde, on observe à l'œil nu une vibration le long de la corde qui est périodique. La corde vibre très rapidement. L'observation à l'aide du stroboscope montre qu'elle vibre à une fréquence F particulière. Ces vibrations sont transmises à la caisse de la guitare qui fait vibrer les couches d'air, produisant un son. Le son produit à une fréquence F identique à celle de la corde, évidemment. On a l'habitude d'appeler la corde l'excitateur et la caisse de résonance de la guitare le résonateur. Quel est le lien maintenant entre le mouvement vibratoire de la corde qu'on pince et les modes propres de vibration? Observons cette excellente animation de M. Passébon. Cette animation représente la vibration d'une corde observée au ralenti à l'aide d'un stroboscope avec une amplitude exagérée, comme ici dans la réalité. Eh bien, comme le signal le long de la corde est périodique, il peut être tout simplement décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence F1 appelée fondamentale, fréquence F1 qui est égale à la fréquence de vibration de la corde, plus un deuxième harmonique, ceci étant le premier harmonique fondamental, un deuxième harmonique de fréquence 2F1, donc 2 fois la fréquence de vibration de la corde, plus un troisième harmonique de fréquence 3F1, plus un quatrième harmonique, etc., etc. Chacun de ces signaux correspondent à des ondes stationnaires, puisque aux deux extrémités de la corde, nous observons un nœud de vibration, et ici, pour le premier harmonique fondamental, un ventre de vibration
au centre de la corde. Chaque point donc vibre de façon sinusoïdale. Ils vibrent tous à la même fréquence. Pour les points de cette corde à la fréquence F1, pour tous les points de cette corde à la fréquence 2F1, etc. Ces modes propres de vibration sont donc des ondes stationnaires de fréquences multiples de la fréquence de la corde. Comment pourrait-on observer les modes propres de vibration d'une guitare dont la corde a une longueur grand L égale 0,730 mètres par exemple? Eh bien, il suffirait de mettre en un point de la guitare un vibreur et ensuite de faire varier la fréquence du vibreur jusqu'à ce que cette fréquence soit égale à la fréquence du fondamental, c'est-à-dire F1, 50,3 Hz. À ce moment-là, on observerait quoi? Eh bien, on observerait une onde stationnaire, donc un phénomène de résonance. En augmentant la fréquence jusqu'à 2 fois la fréquence F1 de vibration de la corde, eh bien, on obtiendrait cette fois-ci non plus un fuseau comme précédemment, mais 2 fuseaux. En augmentant la fréquence du vibreur à 3 F1, on aurait le troisième mode propre de vibration. Et on observerait à ce moment-là sur la corde, eh bien, 3 fuseaux, etc. Étude théorique des modes propres de vibration. Alors, on a vu que pour une corde dont les deux extrémités sont fixes, ici, eh bien, on pouvait, sous certaines conditions, voir des ondes stationnaires créant soit un fuseau, soit 2 fuseaux, soit n fuseaux. Je vais vous demander dans cette première question de retrouver que vaut la valeur du signal en x quelconque de cette corde, sachant qu'aux deux extrémités, il y a deux signaux qui sont produits. Le signal, par exemple, produit par le vibreur S1 de t qui vaut en x égale 0 A cosinus oméga t plus phi 1. Et puis ici, le signal S2, qui est le signal S1 réfléchi en cette extrémité, qui a cette expression-là. Le signal en x valant évidemment la somme de S1 plus S2. Vous essayerez de mettre l'expression de S de t sous cette forme-là. À vous de jouer. Bien, on démarre. Commençons par S1 en x à l'instant t. Eh bien, le signal en x à l'instant t, S1, vaut quoi? Eh bien, le signal en x égale 0 à l'instant t moins tôt. Autrement dit, que vaut S1 de x à l'instant t? Eh bien, je vais remplacer t moins tôt dans l'expression de S1, ce qui me donne A cosinus oméga facteur de t moins tôt plus phi 1. Que représente ce taux? Eh bien, c'est le temps qu'a mis le signal pour partir de 0 et arriver à x. Or, ce signal, il se déplace avec une célérité c qui est égale à cx fois le vecteur i, vecteur unitaire de l'axe OX. Cx, c'est quoi? Eh bien, c'est la variation de x sur la variation de temps, fois le vecteur i, et ça vaut plus c fois i. Pourquoi? Parce que la célérité, c'est pour le signal S1, eh bien, dans ce sens, dans le sens du vecteur i. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dx sur dt égale c. Dx, c'est quoi? C'est la petite variation de x. Eh bien, le signal, il a parcouru quelle distance? Il y a x moins x0 qui vaut 0. En quelle durée? En une durée dt qui vaut taux. Égale c. Autrement dit, que vaut taux? Eh bien, taux est égal tout simplement à x sur c. Que vaut le signal S1
en x à l'instant t, eh bien a cosinus oméga facteur de t moins tau qui vaut t moins x sur c, plus phi 1, ce qui nous donne a cosinus oméga t plus phi 1. On retrouve le signal S1 à t égale 0, mais avec un déphasage qui vaut quoi? Moins oméga x sur c, c'est-à-dire a cosinus oméga t plus phi 1 moins kx avec k qui est égal à oméga sur c, qui s'appelle la pulsation spatiale. Voici pour S1 en x à l'instant t. Que vaut S2 maintenant? Eh bien, de la même façon, S2, il va partir à t égale 0 de l'abscisse x égale L et il va arriver en x. Il se déplace avec une célérité que je notais par exemple C', qui est égale à C en norme. Hein, le signal va à exactement la même célérité dans un sens ou dans un autre. Mais quelle est la différence? Eh bien, c'est que C', cette fois-ci, est égal à moins norme de C fois le vecteur. Pourquoi? Parce que C' va dans le sens opposé au vecteur. On y va maintenant pour S2 de x à, donc S2 de x à n'importe quel instant t. Donc que vaut le signal S2 à x à n'importe quel instant t? Eh bien, il vaut le signal en x égale grand L, qui part d'ici, à l'instant t moins, le plus je veux appeler ça, ce temps tau prime. Donc, S2 vaut quoi? Eh bien, on va remplacer t par t moins tau prime dans cette expression. Donc, grand A cos oméga t plus phi 2, pardon, oméga facteur de t moins tau prime plus phi 2. Toute la difficulté est de trouver tau prime. Eh bien, on a vu que C', c'est moins C fois I, c'est égal à quoi? Eh bien, la dérivée de x par rapport au temps, ou la petite variation de x par rapport au temps, fois le vecteur I, c'est-à-dire, eh bien, moins C fois I, égale quoi? Variation de x, eh bien, c'est x à l'instant t2 moins x à l'instant t0, hein, c'est-à-dire x moins L, donc x moins L, divisé par dt, ben, c'est le fameux temps tau prime. Autrement dit, que vaut tau prime? Tau prime est égal à x moins L sur moins C, ce qui donne donc quoi? Moins x plus L sur C. Bien, que vaut donc S2 en x à l'instant t? Eh bien, vaut tout simplement A cosinus oméga facteur de t moins tau prime. Alors, moins tau prime, c'est moins ceci, hein, t moins x plus L sur C, plus phi 2. Attention aux parenthèses, ce qui nous donne donc pour le signal A cos oméga t plus phi 2, on retrouve la valeur du signal eh bien, en x égale grand L. Hein. Moins. Alors on y va, donc ça nous fait donc plus oméga x sur C, et puis moins oméga L sur C. C'est-à-dire, pour S2, allez, un petit coup de chiffonnette. Donc je réécris l'expression. A cosinus, donc oméga t plus phi 2. Ici, ça donne plus kx. Et ici, moins kl. Voilà l'expression de S2. Voilà l'expression de S1. On va maintenant faire la somme de ces deux expressions pour trouver l'expression de S. Alors bien, pour faire cet exercice, eh bien, il faut connaître cette formule trigonométrique suivante, cos A plus cos B est égal à cette expression. Nous allons donc faire maintenant S1 plus S2. À vous de trouver la somme des deux et de montrer qu'on peut la mettre sous cette forme-là.
Bien, donc S1 plus S2 est égal à A, facteur de quoi? Eh bien, cosinus, cosinus A, plus cosinus B. Voilà. Ceci, ça donne donc 2 cosinus A plus B sur 2 fois cosinus A moins B sur 2. Donc, S de T est égal à 2A, puisqu'il y a le terme 2, fois cosinus de A plus B sur 2. Eh bien, je vais faire oméga T plus phi2 plus Kx moins Kl plus oméga T plus phi1 moins Kx, le tout divisé par 2, fois le cosinus A moins B sur 2, donc cosinus oméga T plus phi2 plus Kx moins, attention à ces termes, moins donc oméga T plus phi1 moins Kx, et évidemment le tout divisé par 2. Donc S de T est égal à 2A. On retrouve déjà le 2A, hein, ouf, fois cosinus de quoi? Alors, oméga T plus oméga T, ça fait 2 oméga T sur 2, ça fait oméga T. Ensuite, on a quoi? On retire le trait de fraction, on n'oublie aucun terme, puis on les voit au fur et à mesure qu'on les a traités. Donc, le moins Kx plus Kx, on peut l'enlever tout de suite. Hein. Ensuite, il nous reste quoi? Phi2 plus phi1 moins Kl sur 2. Phi2 plus phi1 moins Kl, le tout divisé par 2. Et on retrouve bien cosinus oméga T plus phi. Phi vaut quoi? Eh bien, phi vaudrait ceci. Multiplié par quoi? Eh bien, le deuxième terme, multiplié par cosinus de. Alors, les oméga T, ils se simplifient. Il nous reste donc phi2 plus Kx, alors plus moins phi1, pardon, moins phi1. Ensuite, plus Kx moins Kx, ça fait plus 2Kx. Voilà, le phi2 on l'a traité, les Kx aussi, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne quoi? L'équivalent de cos 2Kx sur 2, c'est la Kx, plus phi2 moins phi1 divisé par 2. Voilà. Donc, S de T, ça vaut quoi? Tout simplement. Donc, 2A cos, eh bien, oméga T plus phi. Voici le premier terme, fois cosinus de quoi? Eh bien, on vient de le voir. Cosinus Kx, et ça, c'est le deuxième nombre ici. Cosinus Kx plus psi. Eh bien, ceci est l'expression du nombre stationnaire. Et maintenant, on va voir le cas de cette corde où en grand L et en haut, eh bien, on a une amplitude nulle, hein, puisque les deux cordes de la guitare, eh bien, aux deux extrémités, elles ont évidemment une amplitude nulle. Chut, mon petit bénon, allez. Dernière étape. Eh bien, l'onde stationnaire a cette expression-là. Et maintenant, on sait qu'aux deux extrémités de la corde, eh bien, la valeur du signal est nulle. Autrement dit, l'élongation de la corde est nulle. Les deux points de la corde de guitare, eh bien, ils ne bougent pas, hein, deux points extrêmes. Et je vous demande de déterminer quoi? Eh bien, les pulsations oméga n des modes propres de vibration de cette corde. Bien, première étape, pour que le signal en x égale 0 soit nul quel que soit t, ce terme-là variant au cours du temps, eh bien, il faut que ce terme-là soit égal à 0. Autrement dit, cosinus kx
plus psi égale 0 pour x égale 0. Je remplace x par 0, ce qui nous donne donc cosinus psi égale 0. Deux possibilités, soit psi égale plus pi sur 2, soit psi égale moins pi sur 2. Bon, on verra au cours de cette démonstration que ce n'a pas l'importance qu'on prenne la première valeur ou la seconde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous savons qu'en x égale L, la corde ne bouge pas. Autrement dit, cosinus k fois L plus psi doit être égal à 0, ce qui implique que KL plus psi doit être égal à n plus 1 demi de pi. Si n égale 1, ça fait 3 demi de pi, ben, cosinus de 3 demi de pi, ça vaut 0. Si n égale 2, 5 demi de pi, cosinus de 5 demi de pi, ça fait 0, etc. etc. Autrement dit, KL plus psi égale n plus 1 demi de pi. Si on remplace psi par plus pi sur 2, par exemple, ça donne KL plus pi sur 2 plus npi, pardon, égale npi plus pi sur 2, ce qui nous donne KL égale npi. Autrement dit, comme K est égal à 2 pi sur lambda n fois L, eh bien, nous avons grand L est égal à n fois lambda n sur 2, condition que nous avons déjà trouvée précédemment. Qu'est-ce que ça implique maintenant sur la valeur des pulsations de ces modes propres? Eh bien, nous savons que C égale lambda n fois f indice n. Autrement dit, grand L égale n fois C sur 2 fois Fn, Fn étant les fréquences des modes propres des vibrations. Et comme oméga n égale 2 pi Fn, eh bien ça fait F indice n égale, donc ça nous donne directement la valeur de la longueur de la corde, L égale n fois C divisé par 2 fois Fn, c'est-à-dire 2 fois oméga n sur 2pi, ce qui nous donne donc pour oméga n égale n fois c multiplié par pi et divisé par grand L. Donc npi fois c divisé par grand L. Voici pour les valeurs des pulsations propres, des pulsations des modes propres de vibration. Autrement dit, les valeurs de oméga, ici, on pourra les remplacer par ces valeurs. Un exemple, si n égale petit 1, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a oméga 1, pulsation du mode propre de vibration qui donne qu'un seul fuseau. Hein. Oméga 1 égale c fois pi divisé par n, etc. Vous démontrerez que lorsque psi égale moins pi sur 2, on retrouve la même solution pour les pulsations oméga n.